Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon séjour chez Tom. Dans le précédent épisode, nous terminions de nettoyer les stabulations pour les chèvres. Alors là on est en train de terminer, on est en train de remonter, ça devrait pas prendre énormément de temps. Mais par contre l'heure avance quand même bien vite, il est déjà 5 heures. Alors il est 18h18, ça on a fini. Quelle est la prochaine étape? Eh bien là, il nous reste aller chercher les chèvres à la pâture, les rentrer, elles vont être bien fatiguées, elles auront bien mangé et on va commencer la traite. Elles vont être calmes pour la traite, ça sera super. Puis après, toi tu vas les broyer et le temps que je fasse la traite, t'en as pas pour longtemps. Ouais. Ouais. Maintenant je vais appondre le broyeur. Là on peut voir le système. En gros c'est une grosse tondeuse à gazon. Je déplace un peu le fil pour pouvoir passer derrière le parc si on veut, pour atteindre toutes ces fougères. Je suis bon, il faudra commencer à broyer. Je crois que je vais rester en première, histoire de ne pas tout casser tout de suite. Alors je suis arrivé dans la deuxième parcelle, la plus grande. Je vais essayer de faire que là où il y a du chenil. Voilà, alors la journée se termine à 20h16. Toutes les chèvres ont été soignées, comme on dit. Une journée fort intéressante, même sportive, grâce à cette histoire de curage de fumier. Maintenant, on va aller manger une morse et puis bientôt aller dormir parce que après une semaine de tournage, on commence à être fatigué. Et puis demain s'annonce très intéressant. Alors là, on est devant ton système pour traire tes chèvres, c'est donc un pot. Un chariot de traite, comme on dit, avec deux pots de 30 litres, deux postes avec deux manchons sur chaque pot. Donc on a opté pour ça, c'est économique, ça tiendra le temps que ça tiendra. Je pense que ça peut bien tenir une dizaine d'années bien entretenu, quoi. Ouais. Là, ouais, justement, pour le moment ça suffit et on en est bien content. Donc c'était limite plus utile d'avoir quelque chose de plus ou moins petit comme ça, ouais, que quelque chose de grand qui demande beaucoup d'entretien et de nettoyage. Voilà, qui était forcément d'occasion et qui coûtait forcément plus cher. Ouais. Comme pour les deux cornadiers, tu as pensé le fait que tu as deux postes de travail, voilà. Limite quand ta copine vient t'aider. Voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe de ce lot-là et le lot d'à côté, il y en a un qui s'occupe du lot d'à côté. Ouais. Même avec le double de chèvre, on mettra 40 minutes à y. D'accord. Pas énorme. Ouais, non. Donc tu en es très satisfait? Ouais, franchement, ouais, pour le moment tout va bien. Il y a juste au niveau du lavage par contre qu'on y passe un peu de temps. Mais Alors tu traites les chèvres 2 fois par jour et tu l'as très vite dit une fois là avant. Ton lait, tu vas le transformer en fromage et donc faire la transformation toi-même. Voilà, ouais. Tout le lait passera dans la fromagerie quand elle sera terminée, est mis à cailler et on va faire du fromage frais de type écabé coupé lardon quoi, et ensuite tome de chèvre, tartare, peut-être des yaourts. D'accord. Un peu de yaourt que pour la vente à la ferme justement. Mais ensuite des produits frais et affinés, sec, demi-sec. Ça fera déjà assez de volume. Pour traiter tout ton lait. Ouais. Dès le départ, t'es venu cette idée de produire ton lait toi-même et de le transformer aussi toi-même? Alors non, dès le départ, je voulais faire que du lait. Parce qu'on a une coopérative d'ailleurs qui est sur la commune en plus, qui pourrait ramasser mon lait. Mais sachant qu'au départ, j'avais 1 hectare, on s'est dit, bon, on a trouvé une dizaine d'hectares par la suite. Mais bon, si on voulait déjà si on voulait avoir plus de chèvres, c'est-à-dire vendre que le lait, il fallait minimum 150 chèvres quoi, pour une personne. Ça impliquait un investissement dans un bâtiment parce que là on les mettait pas dans les bâtiments. Ouais. Il fallait investir dans une autre machine à traire. Il fallait quand même un minimum de rendement quand on commence à avoir du volume. Temps calé, parce que là on n'a pas de temps calé, ça part directement en fromagerie quoi. Il y a pas, c'est très
fromagerie, mis à cailler, quoi. Voilà. En gros, si tu faisais que du lait, tu avais une marge bien moindre. Et puis pour en vivre, il fallait faire d'abord beaucoup d'investissements. Voilà, il y avait pour pas avoir assez de assez terre. de chèvres. Et on n'avait pas assez de terre non plus. Il aurait fallu pour nourrir 150 à 200 chèvres et c'est pas méga, voilà, c'est pas avec mes 20, enfin mes maintenant à 30 hectares là que il aurait fallu acheter du fourrage quoi, au final. Ça aurait pu se faire, hein, ça aurait pu être viable d'acheter le fourrage. Et au final, j'ai préféré partir au final dans un système de circuit court, vente directe, exploitation à taille humaine. Donc là, on va passer à ta future fromagerie. Voilà, qui est en finition. Donc on monte tout nous-mêmes, quoi. C'est de l'autoconstruction. Donc on va aller voir ça. Alors là, on est devant l'entrée de ta future fromagerie qui est en travaux. Vu qu'on fait tout nous-mêmes, ça, il y a certaines choses qu'on a dû gérer alors qu'on ne savait pas faire. Ouais, apprendre à faire avant de faire. C'est exactement ça, quoi. Mais bon, on s'est débrouillé avec des amis qui nous ont bien aidés et on arrive à faire quelque chose totalement convenable, quoi. Ouais, ça fait un investissement quand même conséquent, mais on a fait aller quand même de manière économique. Déjà, toute la manœuvre, c'est la nôtre, donc on se dit on va le faire et puis on s'en débrouille pas trop mal, quoi. D'accord. Ouais, tu m'as parlé avant que tu avais fait quand même des bons calculs. Ouais, les calculs sont bons, donc... On peut dire qu'au final, les 30 chèvres, hein, ça tombe pas de nulle part. Tu as fait tous tes calculs en fonction de tes coûts, de ce que tu vas vendre. Voilà, il est progressivement de rajouter les chèvres au cheptel, quoi. Ouais. Et les 30 chèvres, normalement, c'est au bout de 3 ans. D'accord. 2 ou 3 ans. Donc c'est au bout de la 3e année. Okay. La 3e année, normalement, il devrait y avoir 30 chèvres sur la ferme. On va visiter cette fromagerie. Alors là, on est dans la première salle, la porte est juste là. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer ici? Ça, c'est la salle d'emballage. C'est là où les fromages finissent leur cycle. Les fromages sortiront par cette porte et directement partiront dans les magasins de producteurs, sur les marchés et compagnie, dans les restaurants. Là-bas, on va rentrer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ici, là-bas, c'est le couloir et à gauche, c'est la salle de lavage et en bas, c'est la salle de fabrication. Alors là, salle de lavage. Voilà, ici salle de lavage. Les moules, les ustensiles, les seaux, après avoir été utilisés dans la salle de fabrication, passent ici pour être lavés et puis ensuite repartir dans la salle de fabrication pour faire le cycle. D'accord, une salle où le fromage ne passera pas. Le fromage ne passera pas et c'est principalement du lavage ici. D'accord, alors on va passer tout de suite à la salle de fabrication. Salle de fabrication, ok. Voilà. Donc là on est dans la salle de fabrication, là où les fromages, le lait va cailler, les fromages seront moulés, démoulés, salés. C'est vraiment la salle de transformation. Voilà, c'est la salle où tu travailles presque le plus. C'est là où le lait arrive dans les pots et finit dans les seaux et c'est là où le lait est ensemencé pour être moulé en fromage. D'accord, c'est par là qu'entre le lait frais et puis transformé là. Il repart là. Et puis il part à l'emballage. Voilà. Le produit fait tout le temps une boucle. Ça, ce sera le sas d'entrée. Là où je me change, où je me lave les mains, où je m'habille. Et puis niveau fromagerie, tu as une formation? Ouais, j'ai travaillé après en stage dans des fromageries et après en formation, j'ai fait 2 formations en commercialisation et transformation. De toute façon, les techniques et les produits d'une ferme à l'autre, d'une fromagerie à l'autre changent. Et puis ça crée des autres produits à chaque fois. Voilà, tant que ça te plaît, donc ça plaît aux autres. Ouais, voilà. Donc là, on a fini de faire le tour de la partie chèvre. Et puis on va aller faire un tour des cultures parce qu'apparemment tu as quand même plein de choses à nous expliquer, bien intéressantes. Ouais, on va faire le tour des prairies parce que de toute façon principalement c'est des prairies. Alors là on est sur 8 hectares qui sont là, donc c'est toute cette partie qui descend là jusqu'à un chemin qu'on arrive plus ou moins à voir. Ouais, la parcelle en tout fait 4 hectares, on a 3 hectares à peu près de moelle. 3 hectares, ok. Et de trèfle. Et cette partie là, où en fait j'ai été pris de court, donc je voulais semer de la prairie au printemps et bon avec les travaux on n'a pas pris le temps. On a semé du trèfle Alexandrie et du Moa Tardivo. Et donc on a semé ça, j'ai semé ça avec les moyens du bord, donc à l'épandeur à engrais quoi, à la volée. Et j'ai passé un coup de herse plate dessus, vu que c'est ce que j'avais sous la même. Puis on voit, il y a une belle levée. Et ouais, franchement, on a eu ce qu'il faut en pluie, sachant que moi, j'ai jamais travaillé dans les cultures. Au final, j'ai toujours travaillé en fromagerie et sur le troupeau en stage. Donc je me suis retrouvé à faire ça alors que j'avais jamais semé.
Donc il a fallu calculer La dose. la dose, les doses et compagnie, faire ça correctement et puis ça... Puis franchement, ça a l'air d'être une réussite. Hein. Ouais, franchement, ouais, j'en suis pas mécontent. Tu m'as parlé du plus gros problème qu'avait cette parcelle-là. C'est les cailloux. C'est les cailloux. Il n'y a que cette parcelle-là. Voilà, on Il y a a, des morceaux assez abusés. voilà, on a quand même des mastars. Ça commence à être un peu emmerdant, quoi. Ouais. Et après, on a des pierres comme ça. Donc bon, ça encore, c'est du calcaire. Donc après, les outils, Ça les amuse pas trop, moins que... moins quand même. Parce que Ouais. tu vois, en fait... Ouais, ça s'effrite assez ça facilement. s'effrite assez facilement, c'est-à-dire qu'un outil... Si t'as le malheur de taper dedans à fond, il y a des chances que le caillou casse avant que... Ouais, même un gros comme ça en vrai, même un gros s'il prend vraiment une dent sur la gueule, il y a des chances qu'il se fende. Mais bon, Ouais, c'est pas bon quand même. c'est surtout pour la faucheuse quoi. Ouais, la faucheuse va prendre très cher sur... Et sachant qu'elle est neuve, voilà quoi, on va faire attention. D'accord, alors pour l'instant, l'idée est de faire pâturer cette belle surface. Ouais, je pense que là, tout l'été, on va faire pâturer. Là, on est sur une deuxième parcelle. Avant, on était là-bas en haut, dans le Voilà. coin. Là, qu'est-ce que tu as fait ici? Alors ici, là, on a semé de la luzerne, parce que bon, pour les chèvres, vu qu'on a des terres à luzerne, il faut en profiter. De luzerne, là, on va en faire du foin, quoi. Donc on pensait pas faire une coupe cette année, et puis au final, on a eu la pluie qu'il fallait, et on se retrouve avec assez de luzerne, je pense, pour faire au moins une coupe. Ouais, on voit, il y a de la matière aussi. Ouais, alors au milieu, il y a de l'herbe qui a poussé, bien sûr. J'ai pas fait de traitement dessus, déjà par manque de temps et puis de matériel, et puis donc bon, en soi, plutôt bien réussi pour une première parcelle. Je trouve aussi. Donc là, on est sur une C'est une prairie naturelle. des prairies naturelles. T'en as combien à peu près? En tout, j'ai 95% de prairie naturelle, quoi. Mis à part la luzerne et le moa que je t'ai montré, tout le reste, c'est de la prairie naturelle. Le tout, ça fait combien d'hectares? Le tout, là, sur la ferme, on est à 30 hectares. D'accord. Voilà, on a commencé il y a un an ou deux, on avait 1,5 hectare et puis maintenant on arrive à 30, 9-10 en propriété. D'accord. Voilà. Quelles sont les cultures que tu envisages créer pour l'avenir? Alors pour l'avenir sur la ferme, j'attends d'atteindre déjà l'autonomie fourragère. Ouais, on va réfléchir à l'autonomie alimentaire après au niveau du maïs, du tournesol. Et ensuite, déjà, quand on produira notre céréale, notre fourrage, il y aura déjà 80% de la ration qui sera produite ici, quoi. Alors tu sacrifierais entre guillemets 5 hectares de tes parcelles et Ouais, puis ben tu arriverais à j'attends- atteindre l'autonomie. Voilà. Bon, après il y a encore l'autonomie au niveau du matériel. Voilà, ça c'est une autre chose, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai pas envie d'en sacrifier, justement, j'attends de trouver D'accord. voilà, 4-5 hectares de terre en Ouais. plus supplémentaires pour les mettre en culture. Mais sinon, on est mécano un peu, on est bricoleur, donc Limite fabriquer ces outils, hein. Moi j'ai vu que tu étais pas loin d'être un très grand bricoleur. ouais, en plus j'ai un ami Damien qui lui c'est MacGyver aussi, donc on voudrait peut-être acheter une petite moissonneuse batteuse et faire ce qu'on a à faire tous les ans, quoi. D'accord. On sait pas refaire des moteurs, mais tout le reste on sait presque le faire, quoi. D'accord. Voilà quoi, donc une petite moissonneuse batteuse, déjà c'est un rêve de gosse de pouvoir faire finir le cycle, c'est quand même agréable. Alors là on veut parler un peu du matériel. Et puis comme tu l'as dit auparavant, ton premier matériel au final a été tes bâtiments. Il Voilà. date de quand? Alors la date exacte, je peux pas te la donner. En tout cas, on sait déjà qu'elle a passé les deux guerres déjà. Les deux guerres mondiales, elle les a passées. Il traverse bien les âges? Oui, il y a de l'entretien à faire. Dès que ça prend pas l'eau, ça tient. Ça bouge Ouais. pas. Ok. Alors là Tom, on est devant ton tracteur de tête Voilà. et ton ancien tracteur de tête. Au final, oui. Donc un Neuland T5050. À 3200 heures, il a travaillé dans des vignes. Il a fait de l'essumeuse pour les vignes et puis de la benne. Niveau usure, t'es tranquille. Ouais, niveau usure, il n'y a aucun jeu nulle part. Donc, le chargeur, je l'ai fait monter neuf dessus. Ouais. Pour le moment, je vais pas m'en plaindre de toute façon. De toute façon, quand tu passes d'un Someca à un tracteur plus confortable, tu vois vite la différence, hein. 98 chevaux, il fait, je crois bien. Il peut tout faire. Ouais. Et puis toi, tu t'en sers pour faire quoi surtout? Alors, il fait tous les travaux en extérieur de la ferme surtout. Dans la ferme, un peu moins, quoi. Il cure. Dans la ferme, il pile du fouet, mais c'est tout, quoi. Si tu devais noter ce tracteur de 0 à 10, 10 sur 10 étant la meilleure note, quelle serait sa note? Et si c'est pas 10 sur 10, qu'est-ce que tu lui améliorerais? 8 ou 9 sur 10, allez.
9 sur 10 on va dire, parce que quand même, moi avec ce que j'ai à faire, Ouais. 9 sur 10 pour quand même un bon confort. Bon, il a pas de pont suspendu et ni de cabine. Le seul regret que je peux avoir, mais bon, ouais, j'en suis content quand même, on s'en passe quand même assez bien. Ça sauterait un peu dans les parties où il y a des trous, quoi. La visibilité est bonne, le gabarit est bon, la puissance est bonne. Non, dans l'ensemble, franchement, moi j'en suis content. Le siège passager est à l'arrière par contre. Éventuellement, si on veut chipoter, on peut dire que ça c'est un peu dommage, mais je m'en fous, j'y suis jamais sur le siège passager. Ouais. Toujours c'est le siège conducteur. Voilà. Alors ce Someca, qu'est-ce que t'en penses? À quoi il a servi? Jusqu'à quand? Jusqu'à maintenant, il a fait tous les travaux. Alors bon, on avait moins d'hectares avant, donc il a fait moins d'heures. Mais il a fait tous les travaux de fenaison, il a fait un peu de préparation du sol, beaucoup de transport, quasiment tous les travaux de fenaison. Maintenant qu'il y a le plus gros, à quoi il te sert? Ben là en ce moment, il fait de la faneuse quand on est deux. Tracteur secondaire quoi, vraiment quand on veut pas utiliser l'autre, on prend lui quoi. Il va pouvoir faire de la herse plate, un peu de travail du sol. La herse, le vibro, il va les amener sans problème. Ouais, ça fait combien de chevaux celui-là? C'est à 880, ça va faire 80-88 chevaux à peu près. On a changé un démarreur, la pompette, le circuit à gasoil, ouais. L'embrayage et les freins sont neufs. Il perd un peu d'huile. Mais bon, un Fiat qui perd pas d'huile, c'est pas un Fiat, on va dire. Le mien il perd pas d'huile là. Ah bon, t'as de la chance toi. Après c'est un tracteur qui a beaucoup tourné. Avant il a travaillé dans des terres, il a fait de la céréale. Et ce moteur là il a fait déjà... Le moteur d'avant il a fait 20 000 et lui il en a fait il a 10 000 heures. Il a tourné, il a été matraqué, la calandre n'est pas d'origine, la tôle est un peu... sont dans les bois, tu les arranges pas. Mais bon, dans l'ensemble, bon... Ça voudrait dire que la mécanique il y a 30 000 heures. Bah pas loin quoi. Donc là on est devant ta faucheuse neuve. Voilà, ouais, qui a tourné là sur 15 hectares là juste. J'avais une autre qu'une beaucoup plus vieille, une 4 assiettes. T'en es content? Ouais, franchement. Alors là on est devant ta faneuse Kuhn aussi. Ouais, c'est une Kuhn aussi que j'ai acheté d'occasion là, avec le lot de la charrue et de la herse. Ouais. Et j'ai payé même pas 200 euros, ça, pour ce qu'on a à faire, ça suffit largement. Ouais, ça fait le boulot. Voilà, c'est une faneuse qui a tourné 4 ans et qui après est restée sous un hangar. D'accord. Donc en fait, il n'y a aucun jeu dans les assiettes en fait. Pour le coup qu'elle va coûter, elle n'est pas prête d'en partir de la ferme. D'accord. Voilà quoi. Puis t'en es content? Ouais, franchement. Alors une note sur 10? Une note sur 10, cette faneuse là. Bah on peut prendre en compte le prix aussi hein. Ouais, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ouais, si on prend en compte le prix, moi c'est un... Allez, un 10 sur 10 parce que à 200 euros t'as rien. On est d'accord. On est d'accord. C'est un à très bon euros, argument. Voilà, à 200 euros t'as que dalle. Là on a une faneuse qui va tenir un bon bout de temps et qui va faire le taf. Ouais, ok. Voilà, surtout dans notre petite parcelle. Alors là on est devant ton Kubota. 15 chevaux, ça c'est le valet de ferme quoi. Ouais. Il fait tout. Enfin, il lui manque un chargeur, sinon... Petit, pratique. Petit, pratique. Après, avec, on fait du broyeur, on cure, comme tu as vu, avec la bénette, on fait du bois, on fait notre bois. En gros, ça c'est le tracteur qui reste toujours autour de la ferme. Voilà. Et celui que tu utilises tout le temps quand tu es ici. Voilà, c'est ça. Tout le monde sait le conduire. Et celui-là, si tu lui donnes une note nouveau, 10 sur 10. 10 sur 10 serait compliqué parce que il n'est pas homologué route, il n'a pas de direction assistée. Ouais. La boîte n'est pas synchro. Voilà, la boîte n'est pas synchro, c'est le plus chiant. Ouais. Après, sinon, ouais, 9 sur 10 quoi. Ouais. Juste pour ça quoi, ce serait... le reste est tellement bien qu'au final ça compense. Ouais, voilà, la boîte, dès que t'es habitué, ça va. Ouais. La vitesse, bon, vu qu'il va pas sur route, la vitesse est limitée à 15 ou 16 km/h. Mais écoute, moi j'étais très étonné quand même par l'efficacité de ce relevage. Quand je broyais là-bas en bas, à peine je touchais la poignée, le broyeur était déjà en haut, je pouvais tourner. Non, franchement, c'est d'une efficacité redoutable. Hein. Alors là, je vais montrer la raison du pourquoi je suis venu jusqu'ici pour rencontrer Tom. En fait, c'est son tout premier message. Et puis, il m'a paru tellement intéressant, je me suis direct dit, là-bas, je vais sûrement y aller. C'est un message dans lequel, au final, il me dit qu'il s'est installé hors cadre familial tout récemment. Et puis, ma foi, un jeune homme très motivé qui pourrait en inspirer plus d'un. Alors là, je vais le laisser causer un peu. Je pense qu'il a bien des choses à nous raconter. Mais tout d'abord, déjà, si toi derrière là t'es intéressé pour être agriculteur,
Si ton père ou ta mère n'est pas agriculteur, si tu n'as pas de ferme à reprendre, faut déjà te dire que c'est possible. C'est largement possible. Il faut juste être méticuleux. Il faut pas avoir trop grand surtout. Il ne faut pas vouloir être céréalier sans avoir en partant de zéro. Il faut savoir que ça c'est pas possible. Surtout dans la conjoncture actuelle. Il faut innover aussi beaucoup. Il faut penser à des choses innovantes. Que ce soit le bio, que ce soit la vente directe, que ce soit de monter des marchés de producteurs, que ce soit de s'installer à plusieurs pour faire des productions qui n'existent pas, comme faire un circuit complet, faire du pain, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui se font peu et qui, au final, certains le font et ça marche très bien. Donc, c'est possible d'être agriculteur, de s'installer à partir de zéro et devenir agriculteur en 2017. Mais il faut quand même être intelligent et c'est possible aussi de gagner sa vie sur des petites surfaces avec des petites structures, des structures à taille humaine. Toi tu m'avais dit que tu avais tout calculé, donc on en revient au Voilà. nombre fatidique des 30 chèvres. Voilà, les 30 chèvres, à partir de 30 chèvres, on peut bien vivre. Après, ça dépend de ce que vous voulez, quoi. Si vous voulez demain conduire des machines de 200 chevaux, avoir des machines de 200 chevaux et avoir 150, 200 hectares, ça va pas être possible. Il faut être terre à terre, arrive un moment. Par contre, si vous voulez être paysan, c'est totalement possible. Avec entre 20 et 50 hectares, ça se trouve. C'est des investissements assez raisonnés. Il faut surtout très raisonner les investissements. Parce que de toute façon, le premier argent que vous gagnerez, c'est celui que vous n'aurez pas dépensé. Voilà. Tout simplement. Ouais. Voilà quoi. Puis au final, c'est presque ça qu'on va retenir le plus, c'est l'intelligence que tu as eue pour au final te créer un bénéfice en dépensant le moins voilà, et en possible, faisant soi-même. Et puis en limite en faisant ta passion au final. Ben voilà, on essaye de faire tout nous-mêmes et ça marche. Jusqu'à maintenant, ça marche et ça marchera de toute façon parce qu'on se débrouille comme on peut quoi. Ouais. Et bon, après je prends beaucoup d'exemples sur c'est bête à dire, mais sur les anciens comment ils faisaient. Puis s'ils faisaient comme ça, c'est que ça fonctionnait quand même. Ouais. Et même si c'est du boulot, même si parfois on se crève le cul, c'est pas toujours facile. Ça marche pas toujours comme on veut, mais sinon, dans l'ensemble, on finit toujours par arriver à ce qu'on veut, quoi. Les bêtes sont pas malheureuses, elles pâturent. Elles sont pas dans des bâtiments à 300 000 euros, mais le principal c'est qu'elles aient de quoi manger, que ce soit au frais l'été, dehors l'été surtout, au chaud l'hiver, et puis voilà quoi. Ouais, bah ouais. Ça, personne n'en doutera qu'elles sont heureuses. Donc. Selon toi, pour suivre ton parcours, c'est quoi les 3 points les plus importants? Les 3 points les plus importants, c'est déjà se former, c'est indispensable de toute façon. Déjà avec un bac pro, quoi, enfin en France du moins. Un bac pro, ensuite se former aussi avec des stages. Des stages en exploitation agricole, faut voir des exploitations agricoles parce que moi j'ai visité, je prenais des vacances et j'allais visiter des fermes en élevage caprin et j'ai dû en visiter une quinzaine, tu vois, pour avoir des idées et après toutes ces idées en fait ont abouti à ça quoi. Ouais. De toute façon, faut se dire aussi que faut pas copier une autre ferme. Si vous montez une ferme, elle vous ressemblera quoi. Ouais, faut s'adapter à la conjoncture, tes bâtiments, ton matériel. Voilà, elle vous ressemblera de toute façon tant niveau bâtiment que cheptel, que transformation du produit s'il est transformé, que matériel, que itinéraire technique des cultures quoi. Chacun fait ses choix, qu'il soit bon ou mauvais, ça chacun est libre de le juger par lui-même, mais de toute façon n'importe quel choix qu'on fasse, qu'il soit bon ou mauvais, ce sera un choix. D'accord. Voilà. Non, je pense franchement que c'était super, et puis que limite on peut se quitter sur ces mots-là parce que je pense aussi ça peut en inspirer plus d'un. Ouais, faut pas perdre espoir, c'est possible de s'installer, faut pas écouter. Moi, je pense qu'il faut pas écouter les pessimistes. C'est possible d'être en 2007, de s'installer, même en partant de rien, quoi. Je suis pas parti de rien. C'est pas tout à fait le cas. Mais en commençant avec 1 hectare, aujourd'hui, en 1 an, 2 ans, là, je suis à 30 hectares, quoi. 30 hectares, j'ai mon cheptel, j'ai réussi ce que je voulais faire. Et bon, ça va être du boulot, mais bien sûr que ça va être du boulot, mais on va s'en sortir, quoi. Ouais. On va réussir à faire ce qu'on veut. Ouais, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite.
Écoute, merci de m'avoir accueilli. Ben, y a pas de quoi, c'est au plaisir, on garde contact et, de Voilà. toute façon. Et puis si tu veux revenir dans 1 an, 2 ans, pour voir comment ça a évolué, y a pas de souci. Ça serait une grande Ça, idée. c'est En tout une cas, si bonne je idée, passe ouais. par là, Et puis bon, d'ici 2 ans, il y aura des évolutions de fait déjà. Je pense bien. j'en doute pas. En tout cas, comme ça avance, j'en doute pas. Écoute, merci Tom. Ouais, ben y a pas de quoi, et puis au plaisir. À la prochaine.